Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors les résultats, eh bien, pour vous le dire franchement, pas de résultat définitif, ça on s'en doutait, mais enfin il y a déjà une constante, elle est en une du New York Times, le fait qu'il n'y a pas de vague rouge. Comprenez que les républicains ne remportent pas une très large victoire. On a pour l'instant affaire à des résultats partiels, mais au Sénat, à la Chambre haute, il y aurait 48 démocrates élus contre 47 républicains. Alors il faut en obtenir 50 pour avoir la majorité relative. Il y a 100 sièges, donc il en faut 101, mais pour l'instant donc... pas de résultat définitif, tandis qu'à la Chambre basse, 154 démocrates contre 187 républicains. Toutefois, là aussi, même si ce seraient les républicains qui auraient l'avantage, ça n'est pas le raz-de-marée qui était attendu. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Rana Levy. Bonjour. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS. On vous doit notamment un livre intitulé « Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole ». C'est aux éditions Gallimard. Et puis Stephen Ekovitch, bonjour. Vous êtes politologue et historien, professeur à l'Université américaine de Paris. Et je vais vous demander quelque chose de difficile, Stephen Ekovitch, de nous expliquer ce que sont ces élections à mi-mandat où on renouvelle l'intégralité de la Chambre des représentants, un tiers du Sénat, des secrétaires de 27 États, des gouverneurs et puis aussi, en plus, comme si ça n'était pas suffisamment compliqué, des référendums locaux. Ben oui, je vais vous dire, moi je vote en Californie et cette année, mon bulletin de vote comporte 6 pages. Donc, et c'est pas une exception. Dans beaucoup d'États, on est appelé à voter sur toute une ligne de choses, comme vous venez, par exemple, de faire la liste. Il y a des politologues qui pensent aussi que c'est une des raisons pourquoi il y a un taux de participation plutôt faible, parce qu'on est appelé aussi souvent à voter, hein, tous les 2 ans au niveau fédéral. Et très souvent, même plus souvent, au niveau local. Donc, en effet, les midterms se passent tous les 2 ans, non, tous les 4 ans. Pourquoi? Un midterm, c'est au milieu d'un mandat présidentiel qui est à 4 ans. C'est un héritage de la fondation de la République. Au 18e, quand les États-Unis étaient moins démocratiques, les constituants américains n'ont donné qu'une partie du gouvernement au peuple, c'était les chambres de représentants. Ils voulaient que ces termes soient très courts. Même il y en avait qui préconisaient un mandat d'1 an. Pourquoi? L'idée, c'était d'encaisser régulièrement la volatilité et les passions populaires. Le Sénat, dans le temps, était élu indirectement. Il fallait une révision de la Constitution pour élire directement nos sénateurs. Le président est élu indirectement. On ne voulait surtout pas non plus un président élu au suffrage universel. Hein. Donc, ces phénomènes est vraiment... comment dire, le résultat d'une crainte du peuple dans le temps. Pour les fondateurs de la démocratie, c'était le gouvernement par la foule, hein, par les gens qui n'avaient pas une vraie éducation, qui n'étaient pas cosmopolites, qui ne savaient pas manier les leviers de pouvoir. Donc, c'était à la fois ce système en peur du peuple qui s'est démocratisé au fur et à mesure de l'histoire américaine, mais aussi le fédéralisme. Parce qu'en effet, nous avons, pour une élection présidentielle, 50 élections présidentielles. Chaque État organise ses élections. Et on voit ça aujourd'hui aussi pour le Sénat et pour la Chambre basse. Chaque État, c'est pourquoi on va... État par État, ne me demandez pas comment ça se passe dans cet État-là ou cet État-ci, parce que c'est très difficile à maîtriser la législation, l'organisation de 50 États. Il y a des spécialistes qui passent leur temps à la faire, mais souvent quand on me demande comment ça se passe aux États-Unis, je suis obligé de répondre, ça dépend, parce que il y a 50 États et 50 législations et 50 procédures différentes. Bon, en tout cas, Rana Levy, ça ne se passe pas comme les républicains l'auraient souhaité. Autrement dit, ils ne remportent pas une victoire éclatante. C'est même d'ailleurs pour l'instant une défaite au Sénat. Vous remarquez à ce sujet?
Il paraît que le président des élus des républicains à la Chambre s'est préparé déjà à sabler le champagne. À l'heure où nous parlons, je crois que le champagne va rester longtemps dans le frigidaire. Ils espéraient emporter la Chambre avec au moins une soixantaine d'élus de plus. Et s'ils gagnent avec 20 élus, ils seraient contents. Donc les élections contredisent, je ne sais pas si pour la participation, mais les élections contredisent les prévisions, les prédictions qui ont affolé les démocrates et donné beaucoup d'espoir aux républicains. Le deuxième enseignement qu'on peut en tirer, c'est que du peu que l'on sait, le vote a été pas seulement des votes pour des partis, mais sur des individus. Dans certains États et pour certaines fonctions, les électeurs ont voté pour un démocrate pour tel poste et pour un républicain pour un tel autre, et ils ont sanctionné, il semble qu'ils sont en train de sanctionner les candidats républicains les plus extravagants. Ça m'amène au troisième enseignement à l'état des informations que nous avons, c'est que les candidats trumpistes n'ont pas le succès qu'ils pouvaient espérer. Par exemple, en Pennsylvanie, pour le poste de gouverneur, un candidat qui a participé d'ailleurs, qui est un négationniste déclaré, qui a participé aux événements du Capitole. Négationniste électoral, c'est-à-dire qui dit que l'élection présidentielle de 2020 était volée. C'est la thèse Trump qui est partagée par une majorité de candidats républicains et pour l'immense majorité des électeurs républicains. Lui a perdu en Pennsylvanie un autre profil. Donc il va rester négationniste. Il va rester négationniste, non seulement il va probablement protester. Ça, c'est l'inconnu de ces élections, c'est combien de contestations et jusqu'où ils vont aller, ces contestations, par des républicains qui ont perdu, vont être déférés devant la justice au lendemain de la déclaration des résultats. Et donc, la troisième observation que j'en tire à l'état des choses que nous avons devant les yeux, c'est que le projet Trump de revenir triomphalement comme candidat du Parti républicain, il annonce déjà une annonce comme il sait le faire pour la semaine prochaine, il a donné même la date. Cette candidature pose un problème, elle n'est pas aussi évidente aujourd'hui qu'elle n'a été hier avant le vote. Son concurrent possible, principal au sein du Parti républicain, vient d'emporter brillamment l'élection Ron DeSantis. Et du coup, les perspectives d'une candidature Trump peut paraître aux républicains, qui sont des gens très pragmatiques, plus problématique qu'il n'a été imaginé. Et effectivement, à ce sujet, Stephen Ekovitch, le fait que Ron DeSantis, les malheurs n'arrivent jamais seuls, vous le savez, et donc non seulement les républicains ne remportent pas une large victoire, mais le concurrent de Donald Trump, lui, en remporte une de victoire éclatante. Est-ce que cela signifie que son leadership à la tête des républicains pourrait être disputé ? Vous parlez peut-être du gouverneur de la Floride, DeSantis, oui. Voilà. Et en effet, dans les sondages, dans certains États, encore une fois, cette gouverneure qui épouse la ligne, grosso modo, de Trump, mais qui n'est pas Trump. C'est-à-dire qu'il est plus raisonnable. Il est, comment dire, il n'est pas aussi, disons, farfelu que Trump, il est cynique. Je dirais. Donc, il sait qu'il y a cette base trumpiste au sein du Parti républicain. Il ne faut pas le pousser trop loin. Il faut quand même l'emmener avec lui. En même temps, il faut aussi, pour gagner une élection, surtout présidentielle, grignoter au centre. Même si, aux États-Unis, l'électorat est très polarisé. C'est vrai que de temps en temps, on vote pour un autre parti, mais c'est plutôt au niveau local. On peut en parler plus tard. Mais justement, le fait qu'il soit, disons, plus sobre que oui. Donald Trump, est-ce que c'est une qualité ou un défaut ? On a un phénomène intéressant, je veux dire, une expérience en sciences politiques, parce que les dirigeants du parti
hésitent, ils ont un craint de voir Donald Trump revenir comme candidat, parce que ça va vraisemblablement éclater davantage ce parti républicain. Il y en a même qui pensent que de toute façon, ce parti est éclaté, que le parti républicain que connaissait dans le temps est fini. Donc, une candidature Trump va davantage creuser ce clivage. Donc, les dirigeants, ils ont peur. Et aussi les donateurs, parce qu'il faut aussi l'argent. Mais il n'y a jamais eu autant d'argent dans des élections. À lui. Mais pour les républicains, donc. Voilà. Donald Trump a l'argent pour lui. Donc, les donateurs au Parti républicain préfèrent plutôt que ce soit un autre candidat qui peut gagner, parce que les sondages, quand même, montrent qu'il y a une certaine perte de vitesse pour Donald Trump. Voilà. Rana Levy, c'est d'ailleurs assez singulier le fait qu'il y ait eu un afflux d'argent en faveur donc, des candidats républicains, donc soutenant directement ou indirectement Donald Trump. L'une des analyses qui avait été faite était l'idée selon laquelle l'Amérique avait voté pour Donald Trump parce qu'on avait les oubliés, on avait le peuple, ou l'Amérique du bas qui était contre l'Amérique du haut, qui elle était démocrate et qui était favorisée par l'establishment. Ça n'est pas, semble-t-il, ce qui s'est déroulé du point de vue donc du financement de la campagne. Le financement de la campagne n'a pas aidé seulement les candidats trumpistes. N'oubliez pas que le président du groupe républicain au Sénat, Mitch McConnell, a la main sur un budget énorme, et ils ont aidé les candidats dont ils pensaient ou espéraient qu'ils pouvaient gagner. D'ailleurs, Trump a mené une campagne pour Trump, et il n'a pas donné autant d'argent que certains candidats l'auraient espéré pour les aider. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit il y a quelques secondes, quand on regarde le sondage des électeurs républicains, il y a un inversement qui est en train de s'amorcer depuis, disons, 2 mois ou 3 mois, où on voit 60% des électeurs républicains qui s'identifient d'abord au parti et après à Trump. Trump, c'est 40%. Le parti, c'est 60%. C'était quasiment à égalité il y a quelques mois. Donc, il y a une tendance qui s'amorce et que cette élection surprenante est en train peut-être de confirmer. Une élection surprenante, mais une élection là aussi qui signifie que il va quand même être difficile. Je sais bien que Ron DeSantis a été élu avec une large avance, mais si les résultats se confirment, même si ça n'est pas un raz-de-marée, c'est quand même une victoire relative, comme d'ailleurs à chaque élection. Peut-être absolue. Il se peut qu'il emporte le Sénat. On ne sait pas. Dans ce cas-là, est-ce que le leadership de Donald Trump pourrait être contesté ? Je crois que le leadership de Donald Trump n'est d'ores et déjà pas aussi solide qu'il lui-même ne l'imaginait à la veille du scrutin. Parce que vraiment les candidats, il y a 1 ou 2 candidats emblématiques de Trump qui pourra l'emporter, notamment dans l'Ohio. Mais sinon, par exemple, celle qui est candidate pour être gouverneur de l'Arizona, qui est une star de la télé, elle, c'est une négationniste, mais alors fleurissante, pour l'instant est en train, paraît, partir pour une défaite. Et il y en a d'autres comme ça. Est-ce que ça veut dire que, là aussi, même question que celle que j'avais posée à Steven Ekovitch, Rana Levy, est-ce que ça veut dire que la sobriété peut payer pour les candidats aux États-Unis ? On va regarder les résultats de près. Ce qui est la situation, ce qui produit de l'extrémisme aux États-Unis, notamment au Parti républicain, vient de la base. Les divisions américaines se passent à l'intérieur de partis. Et donc, cette donnée structurelle de la politique américaine ne risque pas de changer à la suite de ce scrutin. Et ce qu'il faut craindre aussi, on en parle peu parce qu'on ne sait pas, c'est le nombre de contestations qui peuvent se produire au lendemain du scrutin et qui peuvent différer l'annonce des résultats pendant des mois. Alors, Steven Ekovitch, ces contestations, on les a vues pour l'élection présidentielle. Elles servent à quoi? Ce sont des mesures dilatoires? Est-ce qu'elles peuvent avoir des conséquences réelles?
quand vous avez un système bipartite sur un ensemble d'un grand territoire où il y a 50 États, on peut dire, grosso modo, hein, qu'il y a qu'un système bipartite au niveau fédéral. Parce qu'il y a, dans la plupart des États, je dirais une bonne quarantaine, il y a un système de parti unique où les partis républicains gagnent régulièrement, le Parti démocrate dans d'autres États régulièrement. Et les deux partis, ce sont des rassemblements, des factions. Et le défi de tout leader d'un parti, que ce soit le Parti républicain ou le Parti démocrate, c'est de rassembler les troupes, de les mettre en rang, de les diriger. Et d'ailleurs, ça nous a donné aux États-Unis une certaine modification dans la procédure de législation, parce que toute législation, dans toute démocratie, est issue des commissions fonctionnelles spécialisées sur certains dossiers. Jusqu'à récemment, je dirais les 20 dernières années, toute législation est venue d'en bas, des commissions et surtout des présidents des commissions. Avec la polarisation aux États-Unis, l'idéalisation plus poussée des partis, nous avons aux États-Unis maintenant un système quasiment premier ministériel où les directeurs de partis sont obligés de mettre en rang, et l'idéologie ici et l'extrémisme aident, la polarisation aide, et maintenant les législations, les propositions viennent de haut en bas. Donc on a ces phénomènes qui fait qu'il faut prendre en compte ce jeu entre local, faction, une multiplicité des contestations. Rana Levy. L'élection présidentielle de 2020, la défaite de Trump, a donné lieu à des dizaines de contestations. Imaginez ce qui peut se produire demain. Le problème, c'est qu'on ne sait pas maintenant, on ne connaît pas les résultats définitifs, on ne sait pas, d'ailleurs, il peut y avoir une sorte de vague d'apaisement au sortir de ces élections, surtout si les républicains l'emportent, mais on peut s'attendre aussi à des contestations. Mais ces contestations, Rana Levy, elles n'ont servi à rien justement pour l'élection présidentielle. Elles n'ont abouti à rien dans le sens où il n'y avait bien évidemment aucun trucage des urnes. Oui, mais d'abord, démultipliées, elles prennent un autre sens. Et deuxièmement, elles plongent la démocratie américaine dans une espèce de chaos post-électoral qu'elle n'a jamais connu. C'est-à-dire, elle installe le soupçon et la dénonciation d'élections truquées au niveau national et à tous les échelons. Et on est dans une autre démocratie à ce moment-là. Une autre démocratie, on va voir en tout cas la suite donc des résultats, puisque ceux-ci ne cessent de tomber. En ce qui concerne le Sénat, nous sommes toujours à 48 sièges démocrates contre 47 républicains, donc toujours pas de résultat définitif. 161 sièges pour la Chambre des représentants du côté démocrate contre 190 républicains, ce qui signifie là encore qu'il n'y a pas de raz-de-marée républicain. Nous poursuivons ce décryptage des résultats donc des élections à mi-mandat dans une vingtaine de minutes avec nos deux invités, Stephen Ekovitch qui est politologue et historien, professeur à l'Université américaine de Paris, et l'historien Rana Levy qui a notamment publié Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole aux éditions Gallimard. 8h sur France Culture. 7h-9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Les élections à mi-mandat aux États-Unis avec un scrutin serré, mais déjà un enseignement. Les républicains ne remportent pas de victoire claire. Nous sommes en compagnie de Rana Levy, historien, directeur de recherche au CNRS. On vous doit notamment Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole, et Stephen Ekovitch, politologue, historien, professeur à l'Université américaine de Paris. On l'a entendu, Stephen Ekovitch, il y a sans cesse des réclamations, des problèmes posés dans les scrutins américains par leur complexité, par l'utilisation de machines à voter, des machines qui marchent mal. Et à chaque scrutin, cela a posé problème à la démocratie américaine. Pourquoi il n'y a pas une tentative de simplification de ces procédures ? Ça revient à la Constitution américaine qui donne à chaque État la responsabilité d'organiser ses propres élections. Donc déjà, c'est très décentralisé, mais c'est
davantage décentralisé sur les techniques, la technologie même des élections, parce qu'une élection peut être organisée aussi au niveau de chaque comté. Et aujourd'hui, on est tenté de voter d'une façon digitale parce qu'on peut avoir les résultats plus rapidement, mais la digitalisation rend aussi beaucoup plus vulnérable une intervention technique dans des élections. Alors, ce qui est commun, malgré cette décentralisation très très poussée dans l'organisation même technique des élections, ce qui est commun, c'est qu'on est obligé maintenant aux États-Unis d'avoir une trace sur papier. Et vous pouvez imaginer, si une élection est très très serrée, si on met en question la machine à vote, on est obligé de compter vote, bulletin par bulletin, manuellement, les conséquences, les votes. Et ça va prendre du temps. On a vu ça lors des dernières élections. De compter, il faut mobiliser beaucoup de monde pour déplucher, compter. Voilà. Donc, il y a encore une fois ce phénomène américaine démocratique de localisation, du local dans la politique américaine, en même temps en tension avec une centralisation de plus en plus importante au fur et à mesure que la démocratie américaine, j'ose dire, s'est démocratisée. Oui, sur 2 siècles en plus, la démocratie américaine s'est démocratisée davantage. Mais voilà, ça relève plutôt de 2 phénomènes, juridique, constitutionnel et aussi technique. Ran Halevi, les résultats de ces élections sont importants, bien sûr, parce qu'ils concernent les États-Unis, parce qu'ils concernent aussi l'avenir de Donald Trump qui incarne le populisme américain, mais aussi qui en est presque le maître étalon. Justement, votre point de vue d'historien à ce sujet? Le populisme aux États-Unis a eu des raisons d'abord économiques. Un des vecteurs du populisme aux États-Unis, c'était la globalisation qui a produit de la pauvreté, de la désertification industrielle et un sentiment d'abandon, de laisser pour compte de ce processus qui a enrichi beaucoup de gens et qui a creusé une sorte de fossé entre le peuple, les élites, pour le dire un peu vite. Mais il avait aussi, avec le temps, des raisons politiques, c'est-à-dire il s'est politisé progressivement. On l'a vu déjà avec le Tea Party. Le Tea Party, d'une certaine manière, mobilisait des... Il faut rappeler ce qu'était le Tea Party. C'était un regroupement informel, au départ, au sein du Parti républicain, populiste, justement, qui a mobilisé les électeurs et politiser le débat public dans ce discours anti-élitaire. Et ils ont eu quelques succès électoraux, ils ont fini par plus ou moins disparaître ou s'affaiblir, et c'est l'arrivée de Donald Trump qui a donné au populisme au sein du Parti républicain une force absolument jamais connue auparavant. Il y a aussi un élément qui est culturel. Et l'élément culturel, c'est l'idée qui a été, je dis, amplifiée ou provoquée par le wokisme. Le wokisme qui a été récupéré d'une certaine manière et utilisé par toute je dirais, le système de médias de la droite et de l'extrême droite américaine, mais qui quand même explique et pose des problèmes identitaires à toute une partie de l'électorat populaire ou populiste, en lui expliquant, en criminalisant l'histoire des États-Unis, en expliquant que la déclaration d'indépendance est une sorte de couverture cynique d'un système de domination qui continue, qui même commence à réécrire la chronologie de l'histoire américaine avec un projet 1619 qui explique que l'histoire américaine commence à une date qu'on ne connaissait pas. Et donc, il y avait une sorte de cristallisation politique, culturelle et économique qui fait aujourd'hui que le conflit entre peuple et élite est d'ailleurs coïncide aussi avec un niveau d'éducation. Ça devient aussi une sorte de conflit de classe. Et ce cocktail-là d'opposition crée une sorte de guerre de religion entre 2 peuples qui ne se voient plus.
Steven Ekovitch. Non, le populisme aux États-Unis a une très longue histoire. Hein. Le phénomène a sa caractère aujourd'hui. Et le populisme s'enracine, je dirais, toujours dans des phénomènes soit économiques, mais aussi, comme on vient d'entendre, aussi culturels. Le populisme, on peut remonter dans le temps, on peut remonter jusqu'à la fondation de la République, où des personnages politiques, publics ont rassemblé des émotions, des passions fortes, qui, et sur cette vague de passion aussi, ont pris le pouvoir. Donc, sur la longue durée de l'histoire américaine, on a passé par beaucoup de turbulences. Hein. Le chaos, si on veut trouver un chaos aujourd'hui aux États-Unis, après tout, on a fait une guerre civile. Si on parle le chaos le plus profond dans l'histoire américaine, c'était justement cet affrontement militaire entre les sections, les régions différentes des États-Unis. Mais alors, justement, si on se lance dans des comparaisons historiques, il y a aujourd'hui, on en parlait hier dans les matins, il y a un personnage aux États-Unis qui n'est pas un homme politique, c'est un industriel, un homme d'affaires. Je pense à Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde. Cet homme a, comme on l'expliquait hier, racheté Twitter avec des conséquences sur la démocratie. Est-ce que, par exemple, c'est un personnage, je ne sais pas, qu'on pourrait rapprocher, par exemple, d'Henry Ford, qui lui aussi était un industriel particulièrement important pour son époque, qui souhaitait avoir un rôle politique à l'extrême droite? Est-ce que c'est ce type de personnage, selon vous, Steven Ekovitch? C'est toujours un avantage d'avoir une certaine célébrité, que ce soit en affaires ou au cinéma, à Hollywood. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que de nos jours, c'est plutôt le Parti républicain qui recrute d'une façon plus efficace des célébrités. Qui peut attirer l'électorat vers le parti républicain. On critique même le Parti démocrate pour sa manque de stratégie pour éviter justement un recrutement de telles personnes. Donc en politique, oui, la personne compte, surtout une célébrité. Mais ce n'est pas nouveau, encore une fois. Ça remonte très loin dans le temps. Rana Lévy, votre point de vue justement sur Elon Musk, sur ce que ce personnage pourrait révéler comme un moment pour la politique américaine et ce lien entre le monde des affaires et le monde politique? Le monde des affaires a envahi la politique, où la politique s'est complètement ouverte au monde des affaires et surtout au monde des médias. Il ne faut pas oublier que Trump a été une star de médias. Ce n'est pas l'homme d'affaires qui s'est emparé du Parti républicain et qui a emporté d'une manière brillante les primaires en 2016. C'est l'homme qui paraissait toutes les semaines à la télé dans une émission très populaire et qui est devenu une sorte de star. La femme qui brigue aujourd'hui le poste de gouverneur en Arizona était une star de Fox dans l'État. Et donc, il y a une sorte, dans un monde, il ne faut pas oublier aussi que nous sommes dans un monde où l'information et les réseaux sociaux produisent, je dirais, des idées, des opinions et des conflits d'une manière parfois souterraine de nous, mais qui a des effets énormes sur l'évolution du paysage politique américain. Mais c'est vrai qu'il y a rarement dans l'histoire politique des États-Unis des hommes, je dirais, de la société civile, surtout des médias, des stars, je dirais, de la télé et d'ailleurs, ou du business. On avait quand même l'exemple de Ronald Reagan. Oui, mais Ronald Reagan n'a pas été élu en tant que star. D'abord, c'était un acteur d'une notoriété moyenne. Il s'est imposé par la voie politique. C'est-à-dire, il était gouverneur, et c'était un gouverneur qui a connu du succès, et qui a passé, je dirais, dans toutes les étapes qui fabriquent une personnalité politique nationale. Trump est venu de l'extérieur. Personne n'a imaginé qu'il allait emporter les primaires. Il les a emportées l'une après l'autre contre les systèmes politiques. Ce n'est pas du tout le cas de Reagan. Steven Ekovitch. C'est vrai. Ça, c'était un phénomène nouveau aux États-Unis, que quelqu'un venant de l'extérieur du monde politique pouvait décrocher la présidence.
C'était très rare dans l'histoire américaine. Je ne pense qu'un seul exemple, peut-être Herbert Hoover, qui n'avait pas une expérience précédente vraiment politique, qui a brigué un mandat présidentiel qui n'est pas gagné. Mais en effet, cette médiatisation de la politique aux États-Unis a abouti de nos jours dans un extrême qui était l'élection de Donald Trump, une célébrité pure et dure, qui a combiné aux États-Unis deux sortes de célébrités. Homme d'affaires, parce que les Américains apprécient aussi le self-made man. Voilà. Ça fait partie du mythe américain. Mais aussi, oui, mais il s'est présenté comme quelqu'un qui a, à partir, il avait une donation de son père qui était importante. Et on sait maintenant qu'il a perdu beaucoup plus d'argent qu'il a gagné. Mais ce qui compte, c'est le mythe. Le mythe n'a pas besoin de coller à la vérité. Voilà. Rana Levy. Oui, il l'a fait d'une manière phénoménale, Trump, parce qu'il s'est présenté, encore une fois, à la différence par exemple de quelqu'un comme Reagan, contre le parti. Il a gagné les primaires du parti en se présentant contre les officiels du parti. C'était une sorte de constante dans la vie publique américaine que chaque candidat explique qu'il va aller à Washington pour nettoyer le marais politique. Mais Trump, on a fait un levier électoral contre, les institutions politiques, et il a emporté haut la main en raison de ce divorce de plus en plus tragique entre peuple et élite et entre gauche et droite, c'est-à-dire entre ce qu'on peut appeler le Trumpisme, de manière un peu lâche, c'est une sorte de culture populiste particulière que Trump incarne et emblématise, et le wokisme au sein du... Oui, mais il faut voir ça dans une plus longue durée institutionnelle. C'est la démocratisation des choix des candidats qui a créé le terrain pour ce genre de mouvement. Parce que jusqu'à les années 1970, il y avait très peu de primaires aux États-Unis. Un primaire, c'est une démocratisation du choix des candidats. Donc forcément, un primaire ôte le choix d'un candidat des mains des barons du parti. Les barons tentent de contrôler les primaires, mais ce phénomène institutionnel des primaires, cette démocratisation d'un candidat, on crée le train pour justement l'avènement de ce genre de candidats. Nous continuons à évoquer le résultat de ces élections à mi-mandat aux États-Unis. Les résultats sont pour le moment partiels. Au Sénat, les démocrates auraient un siège d'avance, tandis que cette fois-ci, à la Chambre des représentants, les républicains accroîtraient leur avance. 167 sièges pour les démocrates et 194 pour les républicains. S'agit-il, Ran Levy, de l'une des conséquences de la polarisation du débat politique américain? On en a beaucoup parlé. On a parlé de deux Amériques qui ne se parlaient plus. On a parlé d'une Amérique qui était à gauche, obnubilée par le wokisme, et à droite, obnubilée par le populisme. Est-ce que c'est une représentation fidèle des choses, selon vous? Je crois qu'au sein des deux partis, il y a des divisions très profondes entre les extrêmes et le courant moyen. Je crois qu'il faut revenir à ce qui vient d'être dit à juste raison des primaires. C'est-à-dire qu'on a là un phénomène mécanique qui produit de l'extrémisme. Les primaires républicains, dont les primaires républicains participent les militants les plus actifs et les plus extrêmes. Et du coup, non pas dans les circonscriptions disputées, il faut toujours désigner un candidat qui puisse rallier les votes indépendants, les votes des centristes. Mais dans les circonscriptions qui sont acquises par les républicains, la pression des extrémistes à partir des primaires produit une sorte de concours de surenchère entre les candidats qui mécaniquement pousse le parti généralement vers le radicalisme. Et de ces mécanismes, le Trumpisme a tiré un parti formidable qui lui a donné d'abord l'investiture au sein du Parti républicain en 2016, qui lui a permis de galvaniser, je dirais, un électorat dépolitisé ou désengagé
pour participer à ces primaires et qui a fini par modifier profondément le Parti républicain tel qu'on l'avait connu. C'est aujourd'hui un parti à la fois paralysé, fracturé, où la pression de la base à travers le mécanisme des primaires est énorme. Mais alors, justement... Oui, non, il faut ajouter à notre dimension. Dans l'ensemble, il n'y a qu'à peu près un tiers des Américains qui s'estiment républicains, un tiers démocrate, et au milieu, le plus grand nombre des Américains, on appelle les indépendants. Soit il y a un certain nombre qui penchent vers le Parti démocrate, d'autres vers le Parti républicain. Mais ce qui est aussi aiguisé cette polarisation aux États-Unis, encore une fois, c'est à chaque État de décider comment ils vont élire leurs représentants au Congrès et à la présidence. Mais chaque État a le droit aussi d'établir les frontières de chaque circonscription. Et ce charcutage est très, très savant et scientifique. À quel point que maintenant, dans la Chambre basse, dans la Chambre des représentants, à peu près 90% des sièges sont acquis par un parti à un autre. Ça aussi, ça polarise. Et ça aussi crée un certain tropisme vers un extrémisme. Voilà. Il faut ajouter ce phénomène aussi. Rana Levy, si les résultats se révèlent exacts, autrement dit, si on aboutit à une courte victoire des Républicains à la Chambre basse, tandis qu'à la Chambre haute, il y aurait une courte victoire des démocrates, qu'est-ce que cela pourrait changer sur la politique américaine ? Je crois que le président des États-Unis a une marge de manœuvre qui est assez considérable, notamment en politique internationale, en politique étrangère. Et donc, ça peut ne pas peser sur la présidence Biden directement. En plus, de plus en plus, les présidents américains, on l'a vu avec Obama, on l'a vu depuis avec Trump, et procèdent par décret. Et donc, la marge de manœuvre du président des États-Unis ne va pas peut-être souffrir beaucoup. Mais un Sénat qui est tenu par les républicains et par les démocrates et une chambre par les représentants ne fait qu'aggraver la polarisation et le déchirement national qui est toujours à l'œuvre. Même question en guise de conclusion, Steven Ecovitch. On dit depuis très longtemps que la politique étrangère, c'est l'apanage de l'exécutif, du président. Et en effet, le président qui est le chef des armées, le chef de la diplomatie, peut jouer sur le plan de politique extérieure d'une façon plus finement que n'importe quel législatif. Il y a une question, on se pose aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, est-ce que ce changement au Congrès va changer le soutien des États-Unis à l'Ukraine? Disons que puisque la politique étrangère est dans la sphère de l'exécutif, ça veut dire que forcément, peut-être pas tellement. Et ensuite, ce nouveau congrès ne va pas siéger jusqu'à janvier. Donc, d'ici là, l'ancien congrès peut voter beaucoup plus de crédits, par exemple, à l'Ukraine, qu'éventuellement l'autre. Et juste un autre élément, parce qu'il ne faut pas l'oublier, toute cette aide aux États-Unis, ce n'est pas l'argent donné l'Ukraine, ce sont des armes dans les stocks, dans les réserves de la défense qui vont, et ça plaît beaucoup aux industries d'armement parce qu'ils auront la possibilité de construire des nouveaux, par exemple. Rana Levy, un dernier mot. Il faut simplement ajouter qu'à la confusion qui peut se créer d'un congrès divisé, il y a un autre élément, c'est que démarre dès le lendemain de ces élections la campagne présidentielle avec un parti démocrate dont on ne voit pas très bien pour l'instant s'il peut reconduire Joe Biden, et une lutte de titans au sein du parti républicain dont on ne connaît pas l'issue. Donc deux
Conséquences pour ces élections de mi-terme, de mi-mandat aux États-Unis. Merci Steven Ecovitch. Je rappelle que vous êtes politologue, historien, professeur à l'Université américaine de Paris. Merci Rana Levy, directeur de recherche au CNRS. On vous doit notamment Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole. Ce livre a été publié aux éditions Gallimard. Le point sur l'actualité dans quelques secondes sur France Culture.